Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast de Norix Train, le podcast qui parle de science, de rééducation et de performance autour de l'athlète. Salut à tous. Salut Salut Nathan. Antoine. Ça va la forme? Et toi? Tranquillement. À Lyon, on est bien. Eh bah écoute, il fait bon vivre. Il fait bon vivre à Lyon. Il fait bon vivre. J'apprécie. Du coup aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bah on va parler aujourd'hui ligament croisé antérieur, un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Bah, c'est le sujet aussi un peu du moment. De toute façon, dans la recherche, là, il y a des articles qui sortent sur le croisé, il y en a énormément. Je pense que c'est la blessure la plus courante qui éloigne les gens, les athlètes des terrains le plus longtemps. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu la bête noire. Bah, c'est la bête noire parce que c'est un problème dans la mesure où déjà ça coûte de l'argent. Surtout dans le haut niveau. Alors l'opération aussi, je crois que c'est estimé entre 17 000 et 25 000 dollars par blessure, si je me trompe pas. Aux US. Mais il me semble que c'est ça aux États-Unis. Et en tout cas, ouais, c'est sûr que c'est pas facile et ça éloigne l'athlète énormément de temps en dehors des terrains. Et puis surtout, le problème, c'est le risque de ne pas reprendre au niveau pré-blessure, surtout. Ouais. Tu vois. Oui, c'est ça, de devoir quitter au final le sport de haut niveau par manque d'efficacité suite à une blessure du. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il peut y avoir aussi de la psycho un petit peu où tu as vraiment peur de reprendre des changements de direction ou des mécanismes qui se rapprochent un petit peu de blessures, tu vois. Voilà, ça on va en parler aussi du mécanisme de blessure, il y en a plusieurs. Écoute, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu mécanisme lésionnel, je vois de la situation de blessure, la biomécanique de la blessure, les axes de prévention, on va parler, un petit peu force et déséquilibre musculaire. Voilà, et puis après on va discuter un peu sur les screenings pré-saison de prévention. Avant de débuter ce podcast, nous allons parler de notre partenaire à l'année CGDIM Santé. CGDIM Santé, en fait, ça comprend Kiné 4000, Cobus et également Maya, donc Maya Gestion. C'est un logiciel de télétransmission, une suite de solutions 100% en ligne pour les kinésithérapeutes. Donc il y a l'agenda, la prise de rendez-vous en ligne, également forcément la téléconsultation et la gestion, du coup la gestion administrative. Maya Gestion te permet de générer des bilans également en un clic, suivre les progrès des patients et cela à n'importe quel moment du traitement. D'accord. En moyenne, c'est 30 minutes de gagner par bilan. Et Maya Gestion s'occupe de tout en réunissant toutes les informations utiles, donc graphiques, observations, notes, données administratives. D'accord. Donc du coup, il y a vraiment une vue 360 degrés de son activité. Ça permet d'avoir une vision claire du statut de sa facturation, des paiements et de ses patients, des caisses et des mutuelles. Par exemple, en voyant le montant global qu'une caisse doit au kinésithérapeute, il est possible de la relancer pour l'ensemble des patients concernés. Donc ça, c'est vraiment très très pratique quand on est concrètement sur le terrain en kinésithérapie. Donc voilà, on remercie vraiment notre partenaire CGDIM Santé et place au podcast. À très vite. Et on peut démarrer du coup sur les problématiques du LCA. Donc comme tu l'as dit, donc il y a le coût déjà 17 000, 25 000 dollars par blessure. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme. Le temps hors terrain, donc c'est à peu près, on va dire, de 9 mois. Bah c'est ça. 9 mois à 1 an. C'est ça. Alors il était dit dans une étude, je crois que c'était de Gokeler et ses collaborateurs qui disaient qu'en fait, plus tu repousses le temps de retour au terrain, plus tu réduis le risque de blessure. Et lui, il parlait de 50%, je crois, par mois à partir de 7 mois ou entre 6 et 9, je sais plus exactement combien. Mais enfin, ça veut dire que maintenant on est plus sur des critères objectifs, tu vois, de progression. Tu as réussi, le test est bon, du coup tu peux passer à l'étape d'après. Mais c'est vrai qu'on parle toujours quand même de critères de temps, quoi. Pour le LCA, franchement, après on essaye, nous, pour pouvoir passer d'étape en étape, comme on dit, à avoir des critères objectifs qui sont plus sur le temps, mais on sait quand même à peu près plus ou moins de temps. Que plus ou moins il va réussir ce test-là à peu près X mois et tout. C'est ça, même pour être confiant en ses appuis, confiant en sa technique, même revenir sur un bon niveau technique après. Franchement, je pense que ça sert à rien de rush s'il n'y a pas d'objectif
finale, on va dire. C'est ça, honnêtement, faut sécuriser le ça. retour. Après, c'est sûr, s'il y a une énorme compète fin d'année et qu'il arrive juste avant, après, c'est à nous, aux médecins, à l'athlète, au coach, à tous se dire bon, bah, ok, il revient. Et voilà, on l'a vu sur le dernier combat, là, Ngannou versus Gane en MMA. Ngannou, il avait le ligament croisé et le médial collatéral pété, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il a préféré 2 semaines ou 2-3 semaines avant. Il s'est fait 2 semaines avant le combat, il s'est fait ça et ils ont décidé de jouer avec, de combattre avec une attelle et une attelle souple. Et au final, il se fait opérer là juste après le combat, quoi. Donc on sait qu'on peut, avec une bonne masse musculaire, on peut peut-être même si c'est un peu dangereux, on peut faire une blessure peut-être un peu plus grave, on peut continuer un petit peu à jouer, ou alors reprendre, mais bon, reprendre, je pense qu'il faut prendre le temps quand même. Ouais, mais c'est vrai que ça, tu vois, c'est vraiment la particularité du haut niveau. Si on va parler de sportifs, voilà, pas haut niveau, mais récréatifs, amateurs, là c'est vrai qu'en fait on va se dire, bon, on prend le temps au max, quoi, de soigner la blessure, d'assurer la réathlée, le return to play, et si ça prend 9 mois, ça prend 9 mois, si ça prend 12, ça prend 12, voire un peu plus. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Une fois qu'il a retrouvé sa fonctionnalité, tu vois, pour vivre, en étant la qualité de vie qui n'est pas altérée, tu vois. Après, tu prends le temps de... Le joueur récréatif, dans tous les cas, généralement, il se le fait pendant la saison, on va dire, peu importe. La saison est fichue. Dans tous les cas, l'objectif, c'est la saison prochaine. C'est la saison prochaine, oui. Lui, il n'a pas d'objectif, on va dire, financier ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Donc, il va toujours nous dire, j'attends la saison prochaine. Oui. Donc, on n'a pas besoin, au final, de rush. On peut prendre le temps de faire quelque chose de bien, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que les sportifs de haut niveau, ça n'a rien à voir, quoi. Sportifs de haut niveau, c'est complètement différent. De toute façon, dans tout, on est obligé d'avoir cette balance, tu vois, entre santé et performance. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, dans la supplémentation pour tout ce qui va être les produits type la caféine, etc., toutes ces supplémentations-là, en fait, au final, peut-être c'est pas vraiment bon pour la santé de prendre autant de sucre, autant de ça, par exemple, avant de faire un Ironman, tu vois, des choses comme ça, c'est pas forcément bon, mais le mec doit performer. Donc, du coup, tu dois faire la balance entre ça, c'est hyper bon pour sa performance. Peut-être pour la santé, on aurait pu être un petit peu mieux, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette balance-là avec les sportifs de haut niveau. Ouais. Mais après, c'est notre job du boulot, de trouver le mieux, l'équilibre. Ok. Donc ça, c'était au niveau des problématiques des LCA. Je sais pas s'il y en a d'autres, à part aussi pas mal d'arrêts du sport, finalement, des gens qui arrêtent complètement, arrêt complet de l'activité sportive. Donc soit parce que justement chez le récréatif, ça va couper brutalement, il va faire autre chose, quoi, il va travailler, etc. Après, problème psychologique, peur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui est bien évalué là, avec l'index, le ACLRSI. Il y a une application sur l'App Store, je crois, mais là en anglais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que des fois, ça nous donne des indications aussi. Quand le mec, il sent, le mec ou la fille qui est blessée, quand il se sent prêt de reprendre alors qu'il présente encore des défauts de contrôle moteur, etc., là, faut être hyper prudent, quoi. Parce que même peut-être dans la vie, il va se dire, ah ouais, je peux faire ça, je peux aller, je sais pas, faire un sprint pour aller prendre le bus, ou même jouer avec ses potes. Ou jouer avec ses potes, tranquille. Donc là, c'est vrai que ça donne des indications hyper intéressantes, quoi. Ah, bien sûr, le côté psychologique à faire attention. On va peut-être passer au niveau mécanisme lésionnel. Donc généralement les lésions du LCA, ça se produit dans les 50 millisecondes après le contact avec le sol, donc l'appui, donc ce qui est plus rapide que le temps nécessaire au système nerveux central pour avoir une réaction, en fait, une réaction protectrice. C'est environ 120 à 140 millisecondes cette réaction. Donc forcément, c'est pourquoi il y a des blessures. Puis franchement, pour améliorer ça, ce temps de réflexe de contraction, etc., c'est très très compliqué. Théoriquement, il y a des choses qui se disent, mais en pratique, déjà pour objectiver ça, c'est hyper dur. Mais pour moi, en pratique, le plus simple pour nous, c'est les basiques, la récupération, donc le sommeil, ça, c'est des alimentation, hydratation, etc. Déjà, si on a déjà ça, un athlète qui a une hygiène de vie bonne, qui ne se sent pas fatigué, etc., normalement, déjà, on évite pas mal. Après, bien sûr, on peut faire il y a des nouveautés avec
des lunettes stroboscopiques, etc., du ça. temps de réaction, etc. Mais bon, on n'est pas objectif là-dessus encore. Ouais. Ça peut toujours être intéressant de le faire. Mm. Au niveau mécanisme, donc du coup, on a le mécanisme sans contact. Ouais, c'est ça. Donc tout simplement, le joueur en fait, va avoir un changement par exemple, visuel, un changement de dernier moment. Le défenseur va venir couper sa trajectoire au dernier moment, il va vouloir réagir très rapidement. Ouais. Et en fait, au final, son corps n'était pas prêt pour ce changement très brusque d'attention. Donc là, en fait, ça va être la blessure donc sans aucun contact. La blessure avec contact indirect, donc par exemple lors d'un saut, le joueur va se faire pousser au niveau de l'épaule, il va retomber du coup sur sa jambe, il va être déséquilibré et ça va y avoir une hyperextension ou un valgus du genou et ça va être la blessure. Ou alors il y a le contact direct, donc tout simplement un contact au niveau du genou, genou-genou ou pied-genou qui vient en fait créer la blessure. C'est ce qu'on avait vu avec Francesco de la Villa dans la web-série qu'on avait faite. Il disait que tu avais les perturbations mécaniques et les perturbations neurologiques. C'est ça. C'est-à-dire sensorielles en fait, où tu vas avoir un bruit, un joueur qui va t'appeler sur le terrain pour dire est seul où ça vient. Tu vas tourner la tête, le ballon qui passe, hop, il est contré, tu dois repartir dans l'autre pour peu que le mec te bouscule. Tu es complètement perturbé. C'est pour ça que je pense que, mais au niveau de rééducation après, de réatteler plutôt, c'est là où ça va être hyper important d'inclure vachement de perturbations, tu vois, pour vraiment être le plus spécifique au mécanisme lésionnel en fait. Hein, c'est ça, il faut vraiment le comprendre. Je pense qu'il faut bien comprendre le mécanisme de lésion pour bien traiter une patho, tu vois. Je pense que c'est hyper important. Il faut comprendre le mécanisme lésionnel et le sport, le connaître par cœur. Et le sport, ouais, tout à fait. Connaître les gestes, les gestes sportifs et ça, les besoins de ce sport en fait. Hyper important. Du coup, la situation de blessure, donc ça se rapporte à l'action réalisée par le joueur au moment de la blessure. D'accord. Il s'est avéré que les joueurs se blessaient de la situation la plus commune à la moins commune, on va dire, lors d'un pressing ou en taclant. Donc généralement, ça c'est là où ils se blessent le plus. On parle des footballeurs. Au footballeur, c'est ça. On avait repris l'article un petit peu de Francesco à la suite d'un tacle subi. Donc là, on va être plutôt sur un contact indirect, je pense, ou direct, à ton avis? Sur un tacle subi, honnêtement, je pense que tu vois, ça dépend un petit peu du type de tacle. Si c'est un tacle de boucher, tu vois, oui, c'est ça. Le mec il arrive, il prend les deux pieds, là ça va être compliqué. Si après c'est un tacle qui entraîne un déséquilibre sur la réception, le mec le genou qui part dans le mécanisme lésionnel, ça dépend. Je pense que ça dépend de l'intensité du tacle et de la direction dans laquelle c'est réalisé, tu vois. Donc du coup, en première position, le pressing ou en taclant, donc en action défensive. Ensuite, en se faisant tacler en deuxième, la tentative de récupérer l'équilibre après un tir. Donc là, on est sur de la directe généralement. L'atterrissage après un saut, pareil. Donc en hyperextension, généralement, en valgus. D'accord. Au niveau biomécanique de blessure, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon cher Nathan? Au niveau biomécanique, donc là du coup on a vu le mécanisme, donc sans contact ou avec les contacts, on a vu la situation, quel geste ils vont effectuer quand ils se blessent, donc pressing pour reprendre, je pense que c'est là où il y a l'intensité max en fait, quand tu cours, tu es vraiment sur les deux appuis, tu cours après le ballon, etc., tu as vraiment envie de le récupérer, c'est là où t'es vraiment exposé quoi. C'est ça, puis il va pas se laisser faire, lui, il va changer de direction au dernier moment. Pour peu que tu joues contre une équipe, tu sais, comme Barcelone qui fait un peu de tiki-taka, tu vois, tu te retrouves à l'époque, c'est vrai, bon là c'est un sujet à part. mais en tout cas, au niveau biomécanique, on va se retrouver la plupart du temps en fait, ça va être ce qu'on appelle le valgus dynamique du genou, hein, donc on va avoir un effondrement. Ça va être la combinaison, tu vois, d'une adduction, on va avoir une rotation interne du fémur, on va avoir une rotation externe du tibia, ce qui va nous faire une translation antérieure en fait au niveau du croisé antérieur. On va avoir un pied en éversion, en rotation externe aussi, un pied plat la plupart du temps. Et on a une inclinaison aussi du tronc, ce qui fait que tout ça mélangé, quand l'athlète veut repartir sur son appui, c'est là où ça craque en fait. Et donc ça c'est plutôt pour le sans contact, hein. Après quand il y a un contact c'est un petit peu la foire, donc c'est autre chose. Mais donc du coup principalement c'est un peu cette biomécanique là qu'on retrouve chez les mécanismes sans contact. Et une fois qu'on a bien compris ça après, on va chercher à faire de la prévention. La prévention. Alors, la prévention des blessures par traumatisme direct c'est compliqué. Parce que là, c'est le sport, tout simplement. C'est ça. Il faut l'accepter aussi. C'est les risques du métier, comme on dit.
Après, par contre, on va avoir, nous, on est quand même capable de mettre en place de la prévention, et je pense que c'est intéressant aussi que le kiné se développe un peu là-dedans, Bien dans sûr. vraiment la prévention. La rééducation, c'est une chose, la réathlée assurée par le kiné ou le prépa, c'est une chose aussi. Et après, il y a la prévention, qui au final est, comme on l'a vu à Monaco, c'est un sujet à l'international qui est vachement développé. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais dans un club, tu vois, un mec qui a un poste spécial à la prévention, tu vois. Non, il n'y a pas. Un mec voilà, quelqu'un qui sait le mécanisme lésionnel, les facteurs de risque et qui travaille vraiment juste dans l'optique de prévention. Toi, sur des routines, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué quand on était à Monaco, comme tu dis. Il y a déjà de un la difficulté à mettre en place des études qui pourraient corroborer des résultats positifs à la prévention. Le fait que les sports deviennent de plus en plus physiques, de plus en plus athlétiques, avec de plus en plus de contacts. Donc en fait, même en mettant des stratégies de prévention, on n'a pas forcément sur les papiers, dans les études, des réductions des ligaments croisés, du nombre de lésions de ligaments croisés annuels sur les sports. Mais après, il y a tellement d'autres facteurs. En fait, ouais, le problème c'est ça, c'est un peu le co-funding des variables en fait. C'est-à-dire qu'au final, on ne sait pas ce que c'est qui est responsable de la réduction de blessures s'il y a réduction de blessures, tu vois. En général, on va faire un programme, on va mettre en place plein d'exos. Bah, lequel, ça se trouve, il y en a sur les 15 exos qu'on a mis en place, il y en a 14 qui servent à rien et il y en a un seul qui sert, tu vois. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup aussi de kinés qui sont découragés là-dessus, parce qu'on entend tout, on entend vraiment beaucoup de choses. Comme quoi ça sert à rien forcément de faire de la prévention, vu qu'on voit que ça marche pas, etc. Enfin, sur les papiers, on a l'impression que ça marche pas, etc. Bon, après, c'est un choix personnel. Je pense que si déjà, de un, ça fait plaisir de faire de la prévention, ben faites-le. Et si on a l'envie, si on veut mettre des routines en place, etc., je pense que c'est plutôt bien pour moi, parce que dans tous les cas, c'est jamais du travail perdu. Donc, non, c'est tout à fait. De toute façon, ça servira toujours. Et puis après, si l'athlète le demande aussi, voilà. C'est une composition psychologique assez importante, hein. Que ce soit dans le sport féminin ou dans le sport masculin, la psychologie, ça joue à fond, quoi. S'il se sent mieux quand il fait sa routine, il faut le faire, parce qu'après, s'il va à sa compétition et qu'il dit mince, j'ai pas fait ma routine, bah voilà, c'est ce qui crée en fait aussi, qui participe avec tous les autres facteurs, la fatigue, le manque du sommeil, le ci, le ça. Bah après, on se retrouve avec une blessure. Donc voilà, mais globalement on a des axes de prévention, on va en discuter. Je pense premier axe le plus basique, la valgus dynamique du pour genou. Le croisé antérieur, hein, c'est toujours un débat. Un débat, toujours. Donc valgus dynamique, moment d'abduction, etc. C'est un petit peu le débat. Même si le valgus dynamique il est quand même appuyé dans beaucoup d'études. Après, bien évidemment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Chacun il fait son point de vue, mais après, c'est la science aussi. Hein, c'est des avis qui divergent dans tous les sens. Donc, faut savoir on en a discuté avec Timothy Ewed, donc, qui est le number one sur les recherches dans le ligament croisé antérieur, qui est plutôt lui, valgus dynamique. Valgus dynamique à fond, il faut le prévenir. Hein. Donc, voilà, et après, dans les autres études qu'on voit, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve souvent ce mécanisme d'effondrement médial du genou, qu'on appelle valgus dynamique ou qu'on peut appeler autre chose. Au final, le genou, il s'effondre et il va vers l'intérieur. Donc, il faut essayer de prévenir ça. Déjà aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit screening, un petit diagnostic des athlètes qui sont à risque. Bien sûr. On a plusieurs tests des tests très rapides qu'on peut réaliser, comme le vertical drop jump. Voilà, réception à deux pieds. Ouais, voilà, c'est ça. Et on ressaute, la personne analyse le genou du sportif. Et puis après, on peut dire, voilà, il faut que tu fasses attention sur la réception et mettre en place un petit programme Bien sûr. rapide. En fait, c'est ça, il faut rester logique en fait dans tout ce qu'on fait. Il faut pas être tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que oui, il y a des valgus dynamiques où il n'y aura aucun souci dessus. Parce que ça va être quelque chose de totalement... Déjà en morphostatique, peut-être qu'il est déjà un petit peu en valgus. Peut-être qu'il y a des risques de base. Si la dynamique, on sait que des fois, pour les personnes qui sautent très très haut, donc qui sont très athlétiques, il y a souvent un valgus du genou sur un saut. Il faut être logique en fait. Faut être logique. Si on a par exemple une jambe qui va avoir un énorme valgus qui va venir s'effondrer et pas l'autre, et qu'on voit qu'il y a un moyen fessier qui est complètement faible de ce côté ou du côté contralatéral, là, il va falloir peut-être faire quelque chose, tu vois. Il faut rester logique là-dedans. Il ne faut pas vouloir corriger tous les valgus. Il ne faut pas vouloir en corriger aucun. Il faut faire son screening, commencer à prendre de l'expérience. C'est ça. À filmer les choses aussi, très important. Le montrer
le montrer aux athlètes et effectivement après arriver à travailler en focus interne et focus externe sur le valgus dynamique. Je pense que tu peux nous en parler pas mal de ce truc. Pour finir sur le valgus, je pense que ça pourrait être. Ouais, c'est ça. Et ben en fait là c'est vraiment c'est les stratégies là on va parler du coup contrôle moteur en fait, contrôle neuromusculaire. Donc là on va travailler au niveau un peu plus physiologique si je puis dire. Donc en fait focus externe c'est quand on va attirer l'attention sur le résultat du mouvement plutôt que sur le mouvement lui-même. À la différence d'un focus interne, je vais te donner des indications type fais attention à ton genou, faut pas qu'il aille vers l'intérieur, faut pas qu'il dépasse ta pointe de pied, etc. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu conscientises vraiment ça, alors que sur le terrain, et ben en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur le terrain, tu vas pas penser à ça, tu vas vouloir aller chercher le plus rapidement le ballon ou la balle ou peu importe en fonction du sport. Donc du coup, le focus externe, lui, le but c'est d'attirer l'attention sur quelque chose, ça porte son nom, hein, quelque chose externe, c'est-à-dire quelque chose, on va donner un bâton par exemple, on va dire bah voilà, tu fais un saut, tu réceptionnes et le bâton il doit rester droit, il doit pas bouger naturellement, il va devoir gainer au niveau lombopelvien et on va pouvoir travailler le contrôle de tronc. Et on a plein, là c'est libre à l'imagination après du thérapeute pour travailler et mettre en place le focus externe, on peut le faire vraiment à toutes les sauces quoi. Finalement, mettre une diversion sur son attention. Ouais, exactement, c'est ça. Lui prendre son attention, la mettre sur quelque chose d'autre. Nous, par contre, on regarde bien le genou, ça n'empêche pas, hein, on va continuer à regarder. Et en fait, on va essayer d'amener, c'est un petit peu après avec d'autres techniques, comme il me semble, c'est l'apprentissage implicite, c'est bien de le combiner. C'est-à-dire de faire des analogies un petit peu sur les instructions qu'on va donner, les indications. Pour qu'on ait un peu plus de flexion de hanche par exemple sur des réceptions de saut, on va dire atterri sans faire de bruit ou alors comme si tu atterrissais sur des œufs naturellement. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser un peu plus les fesses pour amortir en utilisant la force des quadriceps plutôt que arriver au niveau articulaire et un gros bruit sur la boxe. Plus de flexion de genoux, plus de flexion de genoux, plus de flexion de hanche. Donc ça c'est, il me semble, hein, on va vérifier. Mais ouais, c'est l'apprentissage implicite. Ça se combine en fait avec le focus externe. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a le feedback vidéo. C'est moi hyper important de toute façon. Ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est vraiment filmer sur... mais pas que sur ça, hein, sur énormément de choses. Arriver à filmer, à montrer un avant-après, arriver à... Vraiment que l'athlète, en fait... C'est tellement des détails subtils, on va dire. Hein. Des fois, on voit des patients qui arrivent avec... ils peuvent pas lever l'épaule plus de 30 degrés de flexion. Et après, ils arrivent à faire 180 degrés de flexion d'épaule. Et ils s'en rendent même pas compte. Alors, arriver à se rendre compte d'un valgus dynamique qu'on a corrigé de 3 degrés, on va pas forcément se rendre compte. Compliqué, ouais. Et c'est bien d'arriver à lui donner des objectifs, à lui dire que c'est bien qu'il a réussi à corriger ça, qu'on va passer sur autre chose, etc. Donc oui, pour moi, le feedback vidéo, hyper important. Ouais, hyper important sur tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, tu peux juste utiliser une vidéo filmée sur téléphone que tu lui montres immédiatement. T'as pas besoin d'avoir des grands moyens non plus avec des caméras, des capteurs de force, etc. Non, alors oui, c'est sûr que c'est fantastique, mais à notre échelle ou à l'échelle d'un cabinet libéral classique, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être mises en place, ça prend pas longtemps et puis c'est vraiment efficace. Puis on commence à avoir une petite base de vidéos après. Quand même, on peut montrer, on peut parler avec des collègues, avec des chirurgiens, des docteurs, et montrer aussi aux autres athlètes. Voilà, moi, par exemple, j'ai une athlète qui était exactement comme toi, elle a évolué, elle est là, maintenant, ça a bien progressé. Donc, non, c'est sûr. Ok. Si on parle un petit peu force et déséquilibre musculaire, donc on pense directement quadriceps, ischio généralement. Donc force des ischio-jambiers qui est en fait le ligament croisé dynamique, on va dire. Hein. Il va empêcher la translation antérieure du tibia dynamiquement, alors que le ligament croisé, lui, ça va être passivement. C'est ça. Donc très important d'avoir un rapport quadriceps ischio qui est le bon, en fait, finalement. Qui est le bon. Mais quel est le bon? Exactement, c'est ça, parce qu'en fait, là, dans la littérature, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on a différents types de ratios. Donc, en fait, une autre question, il y a deux questions, en fait, qui me viennent en tête.
La première, c'est quelle est la bonne manière de mesurer ce ratio-là. Est-ce qu'on va prendre le mixte avec concentrique, excentrique, sur quoi des ischios? Est-ce qu'on va prendre uniquement le concentrique? Est-ce qu'on va prendre uniquement l'excentrique? Donc ça, c'est ma première, la première question en fait. Et la deuxième, c'est est-ce que donc l'isocinétique, oui, ça a ses preuves, etc. C'est très bien pour objectiver la force, mais est-ce que c'est vraiment est-ce que ça va vraiment participer à justement la prévention d'une blessure ou à dire que l'athlète est prêt ou pas? Je pense que ça peut C'est une vraie pas. question. L'isocinétisme, moi je l'utilise depuis pas longtemps, je suis pas non plus un expert Ouais. en ISO, mais j'ai déjà pu voir des choses sur l'ISO qui font. Alors oui, c'est une très bonne arme, ça sert Dans l'arsenal, ouais. dans l'arsenal, mais c'est pas suffisant. Faut pas se reposer que sur le résultat du test en disant ok, ton ratio il est bon, vas-y reprends, tu vois. C'est ça, exactement. Exactement. Je pense que. Et puis il y a aussi une notion, tu vois, qui je trouve intéressante, c'était ce qu'on avait, on en avait parlé avec Francesco encore sur le return to play. C'était la force absolue. Au final, ton ratio il peut être bon, tu vois. Si on dit que c'est 0,6 par exemple, bon, même si on sait que ça peut varier, Non, mais ouais. mais peut-être qu'en fait le ratio il est à 0,6, mais les quadriceps et les ischios sont trop faibles, les deux, tu vois. Mais ça, on arrive vite quand même à le. On commence à le connaître après quand même quand on a testé pas mal de gens sur l'ISO. Petit à petit, on commence à voir par rapport au gabarit de la personne, par rapport à la longueur de ses membres. Parce que c'est vrai qu'on a des fois, nous au cabinet, on a beaucoup de basketteurs et de volleyeurs. Ouais. Ils ont des fémurs immenses. C'est ça. On a des petits jeunes qui sont des brindilles avec des fémurs immenses. C'est ça. Ils ont un tel bras de levier qu'ils produisent beaucoup de force. Ouais. Ok, mais on se dit quand même attention parce que en fait, il faut vraiment avoir une expertise. L'isocinétisme, ça marche bien. Il faut en faire beaucoup. Ouais. Il faut se renseigner. Il faut discuter parce que sinon ça n'a aucune valeur. Ouais. Okay. Nous, comment on travaille, donc généralement c'est en concentrique, 60 degrés seconde. Sur l'isocinétisme, en concentrique quadriceps ischio. Quadriceps ischio. Voilà. Concentrique 60 degrés seconde, donc très lent. Donc vraiment on regarde la force absolue et là on regarde le ratio. Ouais. D'accord, quadriceps ischio. Donc 0,61. Ok. Nous on cherche à peu près. D'accord. Donc franchement c'est très rare que j'ai des ischios qui soient au-dessus de 0,61. Normalement, on est à 0,50. Donc, moitié ischio, moitié de force pour les ischios par rapport au quadriceps. Donc, on regarde ça sur le 60 degrés. Ensuite, on est en concentrique à 240 degrés seconde. Donc là, rapide. Ce qui se rapproche le plus de la réalité du terrain, finalement. Ouais. Donc, on cherche là une grosse réactivité des ischios pour justement pouvoir retenir cette translation antérieure. Et là, on voit vite, donc, du coup, s'il y a des problèmes de. Peut-être la force va être très bonne à 60 degrés, mais à 240, il y a un gros problème de réactivité, donc on va pouvoir orienter notre travail peut-être plus là-dessus, plus sur la pliométrie, etc. Et après, on a l'excentrique, donc à 30 degrés seconde, donc très lent. Ouais. Et là, on va pareil, regarder la force absolue. Très important d'avoir des ischios très très forts en excentrique pour pouvoir ralentir quand on retombe par exemple d'un saut, quand on vient faire une décélération d'un gros sprint, un gros changement d'appui, on veut une grosse force excentrique des ischios. Donc je trouve ça hyper intéressant. Parce que nous, il faut le faire au plus tôt qu'on le peut dans la rééducation pour pouvoir se réorienter. Parce que des fois, on ne sait pas trop, on tâtonne, on se dit oui, d'accord, je pense que c'est ton quadri, tu fais tes mesures de périphérie du membre, tu vois qu'il a encore un petit déficit, 1 ou 2 cm de déficit par rapport à l'autre jambe, mais tu sais pas trop. Là, au moins, on sait direct, on dit ok, là, je vois quand même qu'il y a un beau déficit, c'est sûr, je le vois sur les 3 tests, donc sur les 2 concentriques et sur l'excentrique, il y a un problème, je peux vite m'orienter. Mais après, il faut effectivement, s'il y a une force absolue qui est mauvaise sur tous ces tests, après on commence à connaître quand même par rapport au poids, à la taille, etc. Oui, il y a des mesures aussi en newton par kilo de poids de corps, etc. Qui sont établies aussi. Donc après, c'est vrai que si on veut être vraiment précis, je pense qu'on peut l'être. Mais ok, intéressant. Donc ça fait vraiment partie c'est une arme parmi d'autres. Voilà, ça parmi d'autres. Ça reste de la chaîne ouverte aussi. Grosse limitation aussi. Et aussi, parce que, et ce qu'on avait dit avec Timothy aussi, c'était quand il parlait, je crois que c'était chez les basketteurs, en plus il disait quand les basketteurs ils atterrissent d'un saut pour un rebond ou pour des choses comme ça, les ischios, la flexion va très très vite. C'est pour ça qu'il faisait une vitesse qui était vraiment très très élevée sur l'isocinétique. Je crois qu'on est à plus de 300 degrés par seconde il allait... sur une retombée de saut. Ouais, c'est ça, ça va très vite. Et l'isocinétisme, on va généralement à 300 mais max, quoi. Parce que après, ça devient vraiment compliqué. Non, mais c'est...
Mais ok, donc ça sur l'ISO, et ça c'est intéressant. Mais après, effectivement, du coup, en chaîne cinétique fermée, on a le triple hop, on a le side hop test. Ouais, Voilà, alors ça on a c'est des- très bien aussi. Hein. Ça c'est En des fait, exercices, pas besoin de matériel, mais ils sont très très bien. Hein. il faut combiner, quoi. Oui. Ces tests-là, honnêtement, ils sont top. Hein. Ça nous donne On peut vraiment combiner, on peut pas mal de filmer. choses. On Ouais. peut filmer après pour voir aussi comment Bah ouais, parce que réagit ça le se genou. trouve, il va faire la bonne distance, mais son tronc, il va dans n'importe quel sens, etc. Il y a un manque de contrôle, des instabilités quand il C'est ça. atterrit, des compensations. Donc là, c'est vrai que Donc c'est ça, en fait, on en revient toujours au même point. Au final, faut être mesuré dans ce qu'on fait. Il n'y a toujours pas, il y a pas une... pas une façon de faire. Ouais. C'est pas. Ben, c'est ça, il y a pas un seul dispositif qui va nous permettre de dire oui ou non il est pris ou pas. Ouais. Donc il faut arriver à coupler un peu tout ce qu'on a C'est ça. et en faire le meilleur arsenal quoi, pour pouvoir dire s'il est prêt à revenir sur le terrain ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la rééducation pour qu'il le soit, quoi. C'est ça. Ça passe par la communication avec toute l'équipe, le médecin, le chirurgien, le kiné, le prépa, tout le monde. On est pas mal. Ok. Ok. Là-dessus, est-ce qu'on a le temps de parler un petit peu ouverture, screening pré-saison? Je pense qu'on peut le faire. Bon, on peut faire une ouverture rapide, Une hein. ouverture rapide, et vous, peut-être en commentaire, vous pouvez nous mettre un petit peu Ouais, carrément. en screening pré-saison. Est-ce que vous en faites déjà? Est-ce que vous êtes avec des clubs sportifs? Ouais. Qu'est-ce Des qu'est-ce athlètes que vous qui mettez en viennent place à votre cabinet, Ouais. que vous devez évaluer. Est-ce que voilà, c'est intéressant de prendre, je ne sais pas, 1 heure pour faire une série d'exercices, essayer d'analyser un petit peu ce qui va pas, les facteurs de risque, et de corriger ça après voilà, sur la pré-saison pour que le sportif ou la sportive démarre la saison en étant au moins un peu plus sécurisé que ce qu'il Bien sûr. aurait été s'il n'avait pas fait ce screening-là. Donc après, bon, il y a... Puis même, il y a des screenings aussi qui sont faits pour rassurer aussi les coachs sur un joueur étranger qui arrive, on ne sait pas trop comment il est qu'il est en forme physique, est-ce Ouais, qu'il c'est est pas en ça. forme physique, parce que on a trop vu des clubs qui prennent des joueurs qui médicalement sont pas bons. Mm. Ils n'ont même pas fait de tests médicaux avant l'entrée, avant de le signer. Et au final, le mec fait 2 matchs, hop, il est Blessure. en arrêt de travail et il joue pas de la saison. Mm. Ça, c'est pas possible. Donc ça peut servir déjà pour ça. Ouais. De 1, arriver à orienter le recrutement. Dans le suivi des jeunes, moi je trouve que c'est indispensable Mhm. pour les jeunes athlètes des espoirs, etc. Ouais, c'est... Puis après, pour les professionnels, oui, c'est important. Alors après, est-ce qu'on aura le temps de le mettre en place? Ça dépend de la structure. En fait, je pense que c'est comme chacun doit avoir son référentiel, tu vois, en fonction du sport qu'il suit. S'il va faire le basket, il va pas faire le même screening Non. que quelqu'un qui suit une équipe de foot ou une équipe de volley. Donc du coup, je pense qu'il faut avoir son référentiel. Faut que ça soit organisé, une feuille où il y a tous les exercices à faire, que ce soit sans ou avec machine. On fait les exercices, on voit les résultats Mm. et voilà, on regarde. Et puis même, c'est intéressant aussi, a posteriori, de regarder qui s'est blessé pendant la saison et quels étaient ses tests pré-saison, tu C'est vois. vrai. Ça peut être intéressant de se dire, ah bah Mhm. voilà, punaise, en fait, les athlètes qui avaient une flexion de genou pas assez bonne sur l'atterrissage, ils se sont blessés plus que les autres, Ouais. en fonction des items qu'on a choisis, bien sûr, hein, je dis ça au hasard, mais ça peut être aussi intéressant. Non, carrément. Je pense avoir une batterie de tests qu'on connaît bien. Mm. De 1, Exactement, qu'on c'est sait plus faire, important. qu'on connaît bien. On est à l'aise avec. Qu'on est à l'aise avec, la faire souvent, la répéter, Ouais. l'améliorer au fur et à mesure des saisons, comme tu dis. Bah, peut-être que ce test, au final, il est Oui, c'est ça, hein. pas pertinent. Rien n'est figé. On a le droit de se tromper et Ouais, bien sûr. on change. Et puis après, voilà, avoir une batterie de tests qu'on connaît bien, qu'on apprécie et qui comprend tout, quoi. C'est ça. Qui comprend tout, Et- peut-être du un peu moins spécifique, mais qui est spécifique, par exemple, à de la force musculaire, Ouais, etc. tout à fait. Du un peu plus spécifique au sport, Ouais. de la chaîne ouverte, de la chaîne fermée, voilà. Mm. Un petit peu de tout. Ok. Ouais. Eh ben, vous nous direz si vous avez des idées, peut-être, par rapport à ça, dans les commentaires ou sur les réseaux ou par mail sur notre site. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait. Bon, on n'a pas fait le tour du LCA, Non. parce que sinon, ce serait un podcast interminable. Mais je pense qu'on est bon. On est bon. Ouais, ouais. Encore merci à notre partenaire, du coup, CGM Santé pour Ouais, ce qui podcast. nous permet de réaliser pas mal de choses. Donc Donc, merci à eux. c'est un grand merci. Surtout, merci à vous. Et merci pour à toute vous. l'écoute, pour tous les retours que vous nous faites. Ouais. Merci, merci. À très vite. Ciao, ciao. Salut!